Je suis absolument ravi de participer à ce webinaire. Je vais même essayer de partager une petite présentation que normalement vous voyez. Si tout se passe bien, vous voyez que j'aime bien le jaune. Moi, je la vois en tout cas. Tu la vois, super. J'étais vraiment ravi de cette invitation à partager à ce webinaire et encore plus à le faire aux côtés de Delphine et dans la communauté Crème de la Crème, puisque c'est quelqu'un et une communauté que nous aimons beaucoup. Et juste en un mot, avant d'aller dans le cœur du sujet, pourquoi je parle aujourd'hui? En fait, je suis le fondateur de Virgile. Nous, on a construit la meilleure manière de devenir propriétaire pour permettre à la nouvelle génération de s'émanciper économiquement. Je le dis, et c'est un truc où à chaque fois que quelqu'un parle d'argent et donne des conseils, c'est un peu bien de savoir comment il gagne sa vie, parce que c'est un milieu où il y a beaucoup de gens qui n'expliquent pas trop comment ils se rémunèrent et sur quels produits ils sont commissionnés et comment ils gagnent leur vie. Moi, c'est simple. Nous, on gagne notre vie quand quelqu'un achète un appartement avec nous. Un truc qui me rend absolument dingue, c'est qu'on ne peut pas encore accompagner les freelances. Et ça, c'est un peu lié, j'en parlerai un peu plus tard, au système bancaire français. Ça me rend fou, on travaille dessus. Donc, on n'a pas vraiment d'intérêt financier à vous vendre le produit Virgile. Ça ne servira à rien de nous contacter pour devenir propriétaire. Et ce qu'on fait, c'est un peu plus pour se dire, en faisant Virgile, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de questions qui venaient sur tout le reste de la finance, l'économie personnelle, les investissements, et que ça ressemblait un petit peu à une jungle où il y avait des gros chats qui peuvent être un petit peu dangereux quand on ne sait pas ce qu'on fait. Et on s'est mis dans une mission un peu qu'on appelle en plaisantant notre mission de service public, c'est-à-dire Spoon, une newsletter pour devenir Money Smart 2 fois par mois avec des conseils simples sur acheter ou louer, c'est quoi un PEA, c'est quoi une assurance vie, crypto, tout ça, c'est quoi. Et c'est un peu avec cette casquette-là que je vous parle aujourd'hui. Mon but est un peu de défricher les grandes questions qu'on peut se poser quand on est free, de rentrer dedans et surtout de laisser de la place aux questions. Donc, vous n'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai d'en prendre soit pendant, soit après la présentation et justement de rendre ça un petit peu interactif. Et un peu la première question qui vient super souvent quand... et ça, c'est vrai d'ailleurs qu'on soit free ou pas, mais ça l'est beaucoup plus quand on est free, parce que quand on a la chance d'être salarié, il y a un truc qui s'appelle Pôle emploi, et ça fait que les coups durs sont parfois un peu moins durs. Quand on est indépendant, il y a le sujet du matelas de sécurité. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant, bon, bah, j'ai 10 000 euros de côté, j'en fais quoi? Où est-ce que je les investis? Et un peu le conseil paradoxal qu'on donne, c'est, bah, en fait, tu les investis pas. Tu fais un peu le trade-off entre la valeur mentale de te dire s'il y a un sujet, j'ai 3 à 6 mois de revenus que j'ai réussi à mettre de côté, question un livret A où en fait non seulement ça ne me rapporte rien, mais je perds de l'argent tous les mois parce que l'inflation est supérieure à mon taux d'intérêt, mais je les ai et s'il y a un sujet et si pour une raison ou une autre, j'ai pas de mission ou je suis pas en mesure de faire mes missions parce que malheureusement ça arrive, j'ai eu un accident, je peux plus les livrer, je peux plus, etc. J'ai ça qui est de côté. Alors après, combien d'argent il faut pour se sentir en sécurité? Moi, ma tendance, c'est de dire, au final, ça dépend un peu de vous. Il y en a qui ont un goût du risque relativement fort, il y en a qui ont un goût du risque plus élevé. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'avec 3 ou 6 mois, 3 à 6 mois, normalement, on est à l'aise pour se retourner. Et ça, j'en parle pas trop. Je parle un peu de ce qui se passe après. Et alors, la deuxième question avec laquelle on vient souvent nous voir, c'est de dire qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi je n'arrive pas à économiser? Et ça, c'est un truc qui n'arrête pas d'arriver. C'est en fait, j'ai plein de bonnes résolutions, je veux économiser et je n'y arrive pas. Et l'autre truc qui est assez vrai en fait, quand on est aujourd'hui, surtout si on est d'ailleurs, si on habite dans une grande ville, c'est qu'on a tous les mois entre 30 et 50% du revenu qui part dans le loyer. Donc, on a le sentiment de faire d'énormes sacrifices sur la part de ce qu'on appelle des dépenses discrétionnaires, donc tout ce qui n'est pas du loyer, tout ce qui n'est pas des frais fixes qui tombent tous les mois. Mais en réalité, les dépenses discrétionnaires aujourd'hui, quand on a enlevé le loyer, l'impôt, les charges, tout ça, ça représente quelque chose comme 10% du revenu. Et donc, au final, même en faisant d'énormes sacrifices, les stats montrent que le locataire médian arrive à épargner 3% par mois. Donc ça, je dirais, c'est un peu le deuxième conseil qu'on donne très souvent, c'est quand vous êtes dans une situation où l'achat de la propriété est possible, et ça, pour un indépendant, en général, ça veut dire avoir déjà quand même 3 ans d'activité derrière soi pour pouvoir emprunter, en fait, et pour pouvoir justement avoir un accès où, au bout de 3 ans, le banquier se dit, bon, bah, votre activité de free est relativement récurrente et
rentre dans mes ABAC, dans mes barèmes. Au bout de 3 ans, quand c'est possible, le plus tôt possible, il faut acheter sa résidence principale. Ou alors, pour ceux d'entre vous, et il y en a souvent qui ont commencé une activité indépendante tout en restant salariés ailleurs et qui font une transition un peu douce, le meilleur moment en fait pour acheter, c'est avant de démissionner de sa boîte, c'est avant de quitter sa boîte. N'hésitez surtout pas, s'il y a un truc pour ne pas avoir de regrets à faire, c'est devenir propriétaire à ce moment-là. Parce qu'à la seconde où vous êtes freelance, ça devient super compliqué d'obtenir un crédit. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est pas lié à Virgile, mais c'est pour cette raison-là qu'on n'accompagne pas aujourd'hui les freelances, c'est que les banques sont très frileuses là-dessus. Alors après, le reste, c'est un peu quelques idées qui vont arriver. Il y a un terme dont vous avez peut-être entendu parler, c'est l'adaptation hédonique. L'adaptation hédonique, c'est quoi? C'est en un mot, aujourd'hui vous avez une augmentation, la semaine prochaine, c'est plus votre augmentation, c'est votre revenu. Et ça marche un petit peu pareil avec l'activité indépendante. C'est vous augmentez vos prix, vous remarquez, ce qui surprend toujours, que en fait, vos clients sont prêts à vous payer plus cher, parce que quasiment toujours, en fait, on sous-facture quand on est indépendant par rapport à ce qu'on pourrait facturer. Derrière, où vous avez une grosse rentrée d'argent parce qu'il y a une grosse mission qui se finit, comment est-ce que vous dépensez cet argent-là? En fait, c'est simple. L'argent le plus facile à économiser, c'est celui qu'on n'a pas l'habitude de toucher. Et si vous faites des dépenses qui augmentent votre niveau de vie, typiquement qui vont générer des charges tous les mois dans le futur, ce qui va se passer, c'est que le plaisir, il va être bref, mais les charges seront toujours plus élevées. Et donc, vous avez augmenté le taquet minimum au-dessous duquel vous êtes inconfortable. Dans l'autre sens, si vous êtes en train de faire des investissements qui n'augmentent pas votre niveau de vie récurrent, bah là, vous n'avez plus cette adaptation qui fait que le jour où vous avez fait votre investissement, vous n'avez plus de plaisir, mais vous avez encore la charge. Donc, on a fait ce petit graphe où on voit bah, qu'est-ce qui fait augmenter le niveau de vie, l'achat de l'appart, le premier enfant, la voiture, le deuxième enfant. En revanche, il y a des choses qui peuvent faire augmenter le niveau de vie et qui ne sont pas forcément aussi importantes pour nous que d'avoir un enfant ou d'acheter son appartement. Et ça va être commencer à aller au resto ou à faire du Deliveroo à la place de manger à la maison, la femme de ménage. C'est des choses qui sont faciles à passer dans un sens, mais moins faciles à passer dans l'autre. Là, on arrive à un deuxième sujet, alors on suppose que vous avez votre matelas de sécurité, on suppose que vous avez commencé à réussir à épargner un peu tous les mois. Et la question qu'on se pose, c'est, OK, j'ai mon matelas, qu'est-ce que je fais, comment j'investis? Et j'ai des milliards d'options qui s'offrent à moi et tous les jours, on m'en parle. En général, un énorme stress à base de est-ce que j'ai raison de faire du Bitcoin ou au contraire, est-ce que j'ai raison de ne pas en faire? J'ai un livret A, on me dit que ça vaut rien, mais en même temps, c'est sécurisé. Assurance vie, PEA, mon banquier veut absolument me vendre une assurance vie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Nous, on a une vision assez méthodique par rapport à ça. Déjà, la première, c'est que, au final, ces questions-là ne sont pas très importantes. Je vous ai fait une petite slide disant PEA versus assurance vie, parce que c'est la première question qui vient sur j'ai de l'argent à investir, comment je fais en fait si je veux l'investir? Est-ce que j'ouvre un PEA? Est-ce que j'ouvre une assurance vie? Est-ce que je fais autre chose? La réalité, c'est le PEA, l'assurance vie ont une fiscalité qui est relativement similaire, un peu meilleure pour le PEA parce qu'au final, vous ne payez après 5 ans que les prélèvements sociaux de taxes. Un peu moins bonne pour l'assurance vie parce qu'il faut attendre 8 ans et que vous avez une fiscalité qui reste quand même un peu élevée. Ce qui change entre les deux, c'est ce que vous pouvez mettre dessus. Et en fait, si vous êtes en train, et là après je vais en parler, d'investir sur des actions qui sont éligibles au PEA ou des choses qui sont éligibles au PEA, ça a absolument du sens de le mettre dans un PEA. Si vous avez des choses vous voulez investir sur des choses qui ne sont pas éligibles au PEA, ça a beaucoup plus de sens de le mettre dans une assurance vie. Mais le stress qu'on peut beaucoup avoir et que le banquier peut beaucoup vous donner sur il faut absolument que tu ouvres telle chose ou telle chose, en réalité, si vous ouvrez une assurance vie, pas grand-chose dedans, bah, elle ne va pas vous coûter très cher parce que c'est des frais de gestion qui sont suffisants. Votre PEA, il ne va pas vous coûter très cher non plus si vous allez dans une banque spécialisée sur les PEA gratuits comme Fortuneo, Boursorama ou certains néo-produits. Donc, il faut déstresser par rapport à ça, se dire si je fais un investissement, est-ce que j'ai une enveloppe fiscalement avantageuse dans laquelle je peux la faire? Si oui, bah, vous la prenez, et sinon, c'est un petit peu moins important.
La question plus importante, en fait, et ça, c'est un des vrais combats qu'on a dans Spoon, d'essayer de dire ça, c'est au final, là aussi, enfin, vous voyez beaucoup dans ce que je dis, il y a un sujet qui est je vais pas pour, enfin, il ne faut pas stresser, il ne faut pas se mettre dans un truc où on stresse pour des sujets qui ne sont pas des sujets de stress. Je vois beaucoup de gens en train de se poser la question de est-ce qu'il faut que j'investisse sur tel ou tel fonds action? Est-ce qu'il faut que j'achète plutôt du Accor Hotel, du Total ou autre chose? Quel est le truc qu'il faut que j'achète? En réalité, on a fait des études sur du long terme et on se rend compte que sur le long terme, tout ça n'a aucune importance. Que ce qui a de l'importance, c'est dans quelle classe d'actifs je suis, que ça fait 90% de votre rendement, que savoir dans votre classe d'actifs sur quoi vous êtes, ça a beaucoup moins d'importance. Je vois des questions sur on ne peut pas placer la trésorerie de sa société sur UA. C'est tout à fait vrai. Là, on est plutôt en train de parler de gérer ses finances quand on est freelance, une fois qu'on les a sorties de son entreprise, pour que ça fonctionne un peu à tous les modes d'indépendant. Pour l'entreprise, c'est un peu différent. Je le prendrai en question après. Et sur ce sujet d'allocation d'actifs, de où vous mettez votre argent, nous, il y a une recommandation avant tout qu'on fait, c'est ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier parce que il faut partir du principe, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une citation de Ray Dalio, que dans notre vie, toutes les classes d'actifs, à un moment donné, vont arriver proche de zéro. On l'a vu, alors je ne vais pas remonter à 1929, mais on l'a vu avec les crises des actions, on l'a vu avec les défauts de certains États souverains dans les obligations, on l'a vu avec les marchés émergents qui sont totalement partis en vrille, on l'a même vu en 90 avec l'immobilier qui est totalement déconnecté. L'idée est de se dire, diversifiez-vous. Alors que vous preniez la recette de Svensson, qui est celle du milieu, Svensson était celui qui gérait tout l'argent de l'université Yale, que vous preniez la recette de Ray Dalio, vous en preniez une autre, l'idée ne vous dites jamais je vais mettre toutes mes économies sur un truc exposé au CAC 40, aux actions européennes, ou je vais tout mettre en immobilier, parce que c'est en règle générale une très mauvaise idée. La deuxième recette qu'on peut parfois, qu'on écoute beaucoup, et ça c'est celle dans laquelle personnellement je me retrouve beaucoup, c'est celle de la barbelle. C'est de dire, vous pouvez avoir un portefeuille parfaitement diversifié, vous pouvez aussi vous dire, si j'aime bien sur une petite partie de mon portefeuille faire des choses vraiment péchues et risquées, comme des cryptos, comme des options ou des choses comme ça, parce que quelque part, ça m'amuse de faire ça, bah, en fait, il faut que l'extrême majorité du portefeuille soit sur des actifs le moins risqués possible. Et ça, l'alter, c'est beaucoup les livres de Nassim Nicolas Taleb qui en parlent, c'est de dire, bah, en fait, soit tu diversifies ton portefeuille et tu te dis, si une de mes classes d'actifs part en vrille, c'est pas grave, soit tu te dis, je vais prendre beaucoup de choses qui sont extraordinairement sécurisées, une petite partie de mon portefeuille sur laquelle je vais prendre des risques qui seraient inconsidérés s'ils portaient sur tout mon portefeuille. C'est une autre option. Fred, je vois la question sur le sujet, c'est comment faire fructifier sa trésorerie de son activité freelance. Ce qui est réel, c'est que et effectivement, ce qui est réel, c'est que le fait qu'on soit dans une activité freelance ne veut pas forcément dire laisser sa trésorerie dans sa société. En fait, je parle de ces sujets-là parce que c'est des sujets auxquels les freelances et les indépendants en général sont confrontés, qui sont que l'argent peut être dans la société, mais très souvent il est en dehors. Parce qu'il y a beaucoup de statuts où d'ailleurs l'argent ressort directement parce qu'il n'y a pas forcément une société interposée. Mais je prendrai la question après de ce sujet-là. Dernier point peut-être, qui est c'est quoi le bon moment pour investir? Et là aussi c'est un sujet de stress qui arrive beaucoup sur est-ce qu'il est trop tard, est-ce qu'il est trop tôt? Il y a un truc qui part beaucoup, c'est alors ça s'appelle le moment FIRE, où on dit, mais en fait, si tu investis X% de ton revenu, tu peux prendre ta retraite à 33 ans. Si tu investis 75% de ton revenu à 75%, tu peux prendre ta retraite à 33 ans. 50% à 50 ans, tu peux prendre ta retraite à 50 ans. C'est pas forcément un truc qui a beaucoup de sens, mais c'est un peu pour dire, il y a une ligne qui est en fait toujours intéressante où plus on économise, en fait, plus tôt on arrive au matelas dont on peut vivre. En réalité, ce qui était très vrai quand les taux d'intérêt étaient à 10% dans les années 80, on ne se rend pas compte que c'est plus du tout vrai.
qu'il faut être vraiment extrême en termes de niveau d'épargne pour pouvoir accélérer vraiment l'âge de la retraite. Le vrai sujet, c'est commencer à investir dès que vous le pouvez. Peu importe si c'est des petits montants, c'est une habitude à prendre qui va augmenter. Je vais passer à spécifiquement la question de laisser l'argent dans la société ou de la sortir de la société, puisque c'est une question qui est pas mal revenue. En fait, oui, c'est vrai, il faut, à partir du moment où on sort l'argent de la société, on a un énorme frottement fiscal qui va se mettre dessus. Et ce frottement fiscal, c'est quoi? Bah, si on a de la chance et qu'on sort l'argent en dividende, c'est 30%. Sachant que si vous êtes dans un régime de type SARL ou URL, vous avez une limite à ce que vous pouvez sortir en dividende. Si vous le sortez plutôt en rémunération, et là, ça va être extraordinairement différent en fonction du statut que vous avez, TNS, assimilé mandataire, dirigeant de SAS ou un peu du statut que vous allez avoir. Mais globalement, la règle de 3, c'est que vous allez devoir payer les 43% de charges sociales et que derrière, et que ça vient sur la société, que la société parle de charges sociales salariales aussi qui font environ 20%, et que derrière, vous allez devoir payer l'impôt sur le revenu dessus. Donc effectivement, une fois que l'argent est sorti, il en reste beaucoup moins. Ce qui est vrai aussi, c'est que, et là je prends pendant ce que je dis, c'est que l'argent que vous laissez dans la société, pour pouvoir le réinvestir, en fait, c'est pas comme s'il n'était pas imposé du tout, parce que vous avez fait des bénéfices, vous n'avez pas de charge en face puisque c'est du bénéfice, et donc il va être imposé une première fois un impôt sur la société, et il va être imposé une deuxième fois à justement tout ce que je viens de décrire au moment où vous le sortez. Donc votre choix un peu, c'est de payer l'impôt sur les sociétés maintenant ou payer l'impôt que vous paieriez en sortant ce salaire-là. Et derrière, si vous payez l'impôt sur les sociétés maintenant, vous pouvez le faire fructifier et gagner du taux d'intérêt par-dessus, enfin taux d'intérêt ou rendement, tout en sachant qu'in fine, vous allez quand même devoir payer l'impôt total. Si vous faites la simulation, et que vous tirez le trait quelque peu, ce dont vous vous rendez compte, en fait, c'est que le gain n'est pas du tout évident sur le fait de laisser l'argent dans sa société, à moins d'avoir la possibilité de faire des multiples énormes dessus. Là où le gain devient évident en laissant l'argent dans sa société, c'est si on est en train d'investir sur des activités qui sont stratégiques pour la société et être dans ce qu'on appelle le régime mère-fille, c'est-à-dire un truc où l'imposition est limitée à une toute petite quote-part symbolique de ce qu'on gagne. Mais ça, c'est un cas où vous êtes vraiment en train de développer une filiale, de prendre le contrôle d'une société, de faire autre chose dans le cœur de ce que vous faites. Sinon, en cas général, vous avez vraiment cette imposition où vous avez l'impôt sur les sociétés une fois, l'impôt sur les sociétés sur les plus-values que vous faites une deuxième fois, et derrière, tous les mêmes impôts que si vous aviez sorti l'argent tout de suite. C'est pas, donc, dans le cas général, ce n'est pas forcément une recommandation qu'on ferait d'optimiser de l'investissement que vous mettez dans votre société. Après, c'est différent si vous êtes dans le cas de la trésorerie. Si c'est de la trésorerie, c'est-à-dire de l'argent que vous voulez laisser disponible et que vous voulez pouvoir réutiliser, mais dont vous savez qu'il va rester quelques mois, et là je ne parle pas de quelques années d'investissement, mais quelques mois dans votre société, oui, là effectivement, vous n'allez pas le sortir, être imposé dessus et le réinjecter sur votre société. Je crois que Delphine va parler de quelques options qui sont pour le coup ouvertes pour l'investissement dans la société. Les autres options en général sont plus ou moins ouvertes en fonction que votre société est une holding ou pas, mais vous avez des contrats de capitalisation qui sont l'équivalent de l'assurance vie pour la société et il y a certains fournisseurs qui les proposent, notamment dans les néobanques. Et ça, en fait, ça vous permet de placer sur des choses qui sont à peu près tous les supports où vous avez le droit d'investir en tant que particulier. Vous pouvez aussi ouvrir un compte titre en tant que société. Et ça, même des banques, entre guillemets, low cost comme Fortuneo proposent à des sociétés d'ouvrir des comptes titres. Et vous pouvez investir sur tout ce sur quoi qu'une société peut investir. Et globalement, tous les autres placements qui vous sont ouverts, Il n'y a que les enveloppes fiscales favorisées que sont le PEA et l'assurance vie qui sont interdites aux sociétés. Donc c'est pour ça que tout ce que je disais en fait sur où investir fonctionne que vous soyez dans la société ou à l'extérieur de la société.
Le sujet, c'est juste les enveloppes fiscales qui ne sont pas disponibles. Je vois une question sur ouvrir une société à Dubaï, en Roumanie ou en Estonie. Ça, je ne vais pas prendre. Je vois en revanche une question sur est-ce qu'on a le droit de détenir des crypto-monnaies en France? La réponse, en tant que société, la réponse c'est oui. En revanche, faites super attention à l'origine de cet argent-là. Parce que le jour où vous allez le convertir en argent normal, votre banque va vous demander de prouver d'où il vient et c'est votre boulot de prouver que vous n'êtes pas en train de contribuer au blanchiment de l'argent. Donc faites attention à ça. Je crois que j'arrive même au bout de ma demi-heure. Je regarde s'il y a une question que je puisse prendre. Kévan, si tu veux, dans l'onglet questions, il y a eu quelques questions, notamment, ça a parlé un peu d'immobilier, mais alors je ne sais pas si on ne va pas marcher un peu sur les plates-bandes de Delphine. Delphine, n'hésite pas à répondre. Est-ce que tu vois parmi sur acheter sa résidence principale ou acheter un... Ouais, je vois Adrien qui dit est-ce qu'il ne vaut pas mieux investir ses revenus plutôt que d'acheter une résidence principale? Et j'ai envoyé une autre sur il vaut mieux faire de l'investissement immobilier plutôt que de perdre son pourcentage d'endettement avec l'achat d'une résidence principale. Je vais prendre ces deux-là en même temps. La réalité, c'est que acheter la résidence principale, c'est un truc qui. Enfin, acheter de l'immobilier vous permet de faire un truc qu'aucun autre placement ne peut vous faire, c'est-à-dire vous endetter pour acheter. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tout ce sujet sur les freelances qui ne peuvent pas s'endetter aujourd'hui à cause du système bancaire. Et donc en fait, c'est le seul schéma où à la place d'investir votre argent, vous investissez l'argent de quelqu'un d'autre. Et donc là où vous auriez eu peut-être 10 d'économies, vous allez investir 100. Et donc ce levier-là fait que ça a beaucoup de sens. L'autre chose que ça vous permet de faire un investissement immobilier, c'est à la place de perdre un loyer tous les mois, vous allez en fait épargner votre loyer. Et donc vous avez votre plus gros poste de dépense qui se transforme en poste d'investissement. Et ça, c'est autre chose qu'aucun autre placement ne vous permet, puisque aucun placement ne permet de vous dire il y a 33% de mon loyer, de mon revenu aujourd'hui qui remboursait le crédit de mon propriétaire, qui va rembourser mon crédit à moi et qui va constituer du capital tous les mois. Et c'est pour ça que nous, on recommande beaucoup l'investissement immobilier. Après, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais aujourd'hui, j'ai envie de faire un investissement locatif à Marseille parce que les taux de rendement sont plus élevés et donc sur le papier, c'est un meilleur investissement. Et la réalité que moi je vois, elle est double. C'est dans 9 cas sur 10, au final, les gens ne le font pas et 5 ans plus tard, ils se disent encore qu'ils veulent faire un investissement locatif à Marseille. Mais alors, prendre le train, aller à Marseille, visiter des apparts, en acheter un et gérer le sanibroyeur qui est en panne avec un plombier envoyé pour le déboucher et en réalité, il faut le changer. Personne ne le fait, donc c'est un peu comme dire je vais acheter mon Mac l'année prochaine parce qu'il y aura un meilleur Mac. Oui, mais il y aura toujours un meilleur Mac l'année prochaine. Alors ça veut. C'est un truc qui est pas forcément une bonne idée d'attendre, parce qu'entre-temps, si vous payez 1 500 € par mois de loyer, vous aurez dépensé 18 000 € que vous auriez pu transformer en capital. Et l'autre truc que je vois beaucoup, c'est on m'a recommandé de faire un investissement locatif. Il y a zéro effort autour de ça. Et ce qu'on ne voit pas en fait avec ça, c'est l'investissement locatif détruit votre capacité d'emprunt. Et quand vous avez fait un investissement locatif en vous endettant, on ne va pas du tout se dire, et ça souvent on ne vous le dit pas, on ne va pas se dire tous les mois il paye 700 € de mensualité, mais il a 700 € de loyer, donc c'est neutre. On va prendre 70% de vos loyers et la formule de calcul est faite d'une telle manière qui est que nous, tout le temps, on voit des gens qui ont fait des investissements locatifs et qui aujourd'hui ne peuvent plus acheter leur résidence principale. Et au final, ça se trouve être un très mauvais placement pour eux. Donc, faire de l'investissement locatif parce que vous savez que dans 2 ans, vous allez être expat et que ça ne sert à rien d'acheter en France une résidence principale, oui. Faire de l'investissement locatif parce qu'on vous a dit que c'était neutre et et ne pas se rendre compte que demain, vous ne pourrez pas acheter votre résidence principale, là, c'est beaucoup plus. Là, c'est clairement une très mauvaise idée que je ne peux on ne peut vraiment pas recommander. Voilà, je pense que j'ai répondu. Il y a des questions sur le crowdfunding, ça je pense que Delphine va en parler. Il y a des questions sur l'investissement local commercial, ça c'est un champ beaucoup trop large pour qu'on en parle. Et j'ai une dernière question peut-être avant de te passer la main Delphine, qui est l'ARP coûte cher et nécessite de garder le bien longtemps. En réalité, si on fait les calculs, on se rend compte qu'au bout de 2 ans ou 3 ans, on est quasiment toujours gagnant.
Souvent, les gens en fait font un calcul qui est erroné, qui est de se dire combien ma résidence principale a pris ou a perdu en valeur, et alors que ce qu'il faut regarder, c'est l'économie de loyer transformée en capital, c'est combien d'argent j'ai si je revends dans 3 ans que je n'aurais pas si je revendais aujourd'hui. Merci Voilà. Kevin. Je propose en effet qu'on passe peut-être à la partie de Delphine. Si tu veux, je peux te laisser regarder un petit peu les autres questions potentiellement pendant la partie Delphine pour voir s'il y avait des choses dont tu as envie de répondre qui n'ont pas été répondues. Et en attendant, on va passer à la partie de Delphine qui va. Super. Salut à tous. Alors, je ne suis pas experte, je le dis tout de suite. Je connais plein de choses en fiscalité, mais pas tout. Je vais vous parler de ce que j'ai fait, de ce que je connais. Vous pouvez me poser plein de questions. Et quand je ne saurai pas, je vais vous dire tout simplement, je ne sais pas. Et quand je sais, je le sais de mon expérience. Donc, ce n'est pas un savoir universel. Ça peut ne pas s'appliquer à vous. Donc, voilà, je commence en disant ça direct. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, donc Clément m'a présenté, effectivement j'ai un podcast, je parle d'argent dans ce podcast-là. C'est pas tellement de ça que je vais vous parler aujourd'hui, plus de mon expérience de freelance qui a décidé d'investir massivement beaucoup d'argent dans plein de choses, dans de la formation, dans du coaching et beaucoup dans l'immobilier. Et c'est de ça que donc, je voulais vous parler aujourd'hui. Effectivement, moi, je suis arrivée au même constat que beaucoup dans les questions, c'est-à-dire je n'ai pas intérêt, j'ai intérêt à sortir le minimum d'argent de ma société. J'ai intérêt à faire un maximum de choses avec cet argent sans le sortir parce que c'est là où je perds de l'argent. Je ne veux même pas rentrer dans les considérations de comment se rémunérer parce que ce n'est pas tellement le sujet là, mais donc, j'ai cherché un moyen de me dire comment est-ce que je pouvais utiliser cet argent qui était dans la société sans jamais avoir besoin de le sortir. Et parce que mon objectif à moi, j'aime bien remettre l'investissement toujours en perspective de quels sont mes objectifs. C'était pas de faire fructifier la trésorerie que j'avais un petit peu sur le côté, c'était de créer du cash encore plus pour pouvoir investir dans l'immobilier, puis réinvestir dans l'immobilier, puis réinvestir dans l'immobilier pour prendre ma retraite le plus tôt possible. Kevin en a parlé. L'idée, c'est que j'ai un maximum de revenus qui soient non dépendants de mon temps à un moment donné dans ma vie pour que je puisse être libre de faire ce que je veux de mon temps. Donc, c'était ça mon objectif. Donc, dans cette perspective-là, cash is king. J'ai besoin de générer un maximum de cash possible pour réinvestir et montrer aux banques que je fais des bons investissements, je fais des investissements à cash flow positif, mais j'ai quand même des liquidités à côté et j'ai une capacité à créer, à faire de choisir des activités soit entrepreneuriales, soit d'investissement qui génèrent du cash plutôt dans des proportions qui sont intéressantes. Et je vais vous dire ce que j'ai fait. Du coup, j'ai fait du crowdfunding immobilier personnellement. C'est bien, je trouve que le risque en vrai il est beaucoup plus, le rapport risque-rendement je le trouve vraiment hyper avantageux. Le premier crowdfunding, alors je crois qu'on peut investir en société mais c'est à vérifier. On peut aussi investir via des PEA ou via des supports, des enveloppes. C'est à vérifier tout ce que je suis en train de vous dire parce que j'en ai pas la certitude. Si effectivement c'est contraint au fait de sortir de l'argent dans votre boîte, moi j'avais fait avec mon argent perso. Mais voilà, si vous voulez le faire avec votre argent de société, je suis sûre que c'est possible, mais ça, il faut le valider. Et pour être honnête, je l'ai fait et après, j'ai eu besoin de liquidité et je me suis dit, je ne le referai pas tout de suite. Mais c'est parce que moi, mes perspectives, c'était du cash, du cash, du cash. On est sur un rendement du capital à 10% à peu près. Pour du crowdfunding immobilier. Et moi, ce que je visais, c'était des rendements du capital beaucoup plus élevés. Donc, après, je me suis dit, je vais faire de l'immobilier. Mon souci, comme vous, pour ceux qui démarrent, c'est que je m'étais lancée en freelance. Je bénéficiais encore du chômage. Donc, pour une banque, j'étais juste chômeuse. Peu importe ce que j'avais sur le compte de mon entreprise. Donc, impossible de lever des fonds auprès d'une banque dans cette situation. J'ai pu
acheter de l'immobilier parce que mon conjoint a un salaire tout à fait correct en CDI. Donc là-dessus, j'ai pas de valeur ajoutée, enfin, j'ai rien à vous apprendre. Enfin, là, pour le coup, j'ai acheté un immeuble de rapport sur une stratégie d'immobilier à haut rendement. J'ai acheté un immeuble à Calais. Les 3 apparts sont loués en Airbnb. Ça dégage, pour vous donner une idée quand même de cet investissement, au mois d'octobre, on générait un peu plus de 5 000 € de CA sur ces locations à 40-45% de marge. Voilà ce que je dégage sur cet investissement-là. Enfin, c'était sur mon premier mois entier de location. Mais ça, j'ai pu acheter parce que j'ai un conjoint qui a un CDI. Pas juste parce que j'ai un conjoint ou parce que j'ai un conjoint qui a un CDI. Avant qu'on décide de faire l'immobilier, d'acheter ensemble, j'ai découvert qu'on pouvait investir dans de l'immobilier sous un format qui est un petit peu particulier, qui est un espèce de mi-entrepreneuriat, mi-investissement, qui est le principe de sous-location professionnelle. J'ai découvert qu'on pouvait, en grosso modo, de manière légale, tout ce que je vais vous dire, c'est légal, louer un appart à un propriétaire. Je paye un loyer tous les mois. Je signe un bail avec ce propriétaire qui est un bail spécifique, dérogatoire, qu'un avocat m'a rédigé et qui dit « Ma société contractualise avec toi, propriétaire, je te paye un loyer et en échange, tu acceptes que je sous-loue ton bien sur les plateformes de location courte durée, donc en Airbnb. Et moi, je gagne de l'argent sur la marge que je me fais entre les deux. C'est une activité qui est automatisée. Je ne fais pas d'accueil de locataires, je ne fais pas de ménage. Tout ça, c'est soit automatisé avec des boîtes à clés, soit c'est des gens qui le font. Donc, je fais du Airbnb, mais avec des biens qui ne sont pas les miens. Et je ne suis jamais passée par la case banque, puisque l'investissement par appartement est d'environ... Pour se lancer, il faut minimum 5 000 €. Et moi, je me suis lancée en mettant 21 000 €, dont 4 000 € en capitaux propres. Le reste en compte courant d'associé. Et j'avais fait 4 apparts au début avec cette somme-là, plus les frais d'avocat, plus les créations de société, etc. Pourquoi je l'ai fait ? Je l'ai fait parce que c'était un moyen pour moi de rentrer dans l'immobilier, c'était un moyen de me former sur la location courte durée pour pouvoir après l'appliquer à des biens dont j'étais propriétaire. Et avec les rendements de la location courte durée, c'est rien. Alors, je vais vous en parler après. J'ai mis donc 21 000 € au départ. Je vais vous dire combien ça a donné la première année. Non, je vais vous le dire maintenant. Je vais vous le dire maintenant. En 2021, je vais terminer l'année sur cette activité à 135 000 € de chiffre d'affaires et une marge de 30% à peu près. Donc, j'ai généré sur 2021, j'ai commencé en août-septembre 2020, vraiment à louer, à gagner de l'argent. Et en 2021, donc je vais boucler l'année à peu près 135 000 € de CA, 30% de marge, donc 40 000 € de CA. J'ai investi 21 000 €. La première année, je gagne 40 000, j'ai un rendement du capital de 100% par rapport aux 10% dont j'ai parlé en crowdfunding immobilier tout à l'heure. Combien de temps j'y consacre ? Parce que du coup, c'est quand même pas un truc qui se fait tout seul. J'y consacre au quotidien entre une demi-heure et 1 heure par bien par semaine. Parce que il faut répondre aux questions des gens, il faut principalement ça, répondre aux questions des gens, aux avis, coordonner avec les équipes sur place, etc., etc. J'ai peu de problèmes sur mes apparts, mais il y a aussi un peu de résolution de problèmes à faire. Mais la plupart des interactions, c'est juste répondre aux locataires qui ont des questions à nous poser sur leur séjour. Et donc, ça m'a permis de me tester à la location courte durée, de créer une activité qui a généré la première année 40 000 € en cash. Et la finalité de tout ça, cash is king, rappelez-vous, c'est que j'ai acheté donc l'immeuble, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai acheté un immeuble en SCI à Liès. J'ai fait cette activité en SAS. Et je suis en train de monter la holding entre les deux. En vrai, j'aurais dû le faire avant, mais
comme je ne suis pas parfaite et que je découvre les choses au fur et à mesure, je le fais que maintenant. Il y a plusieurs manières d'utiliser le principe de holding. Il y a à la fois le fait que quand on a une société qui est très excédentaire, c'est intéressant de mettre une holding et de pouvoir aller remonter le cash et le faire redescendre dans une autre société qui, elle, est un véhicule d'investissement type une SCI, où on peut aussi en faire de l'immobilier et emprunter en SAS, en société commerciale. Au moins, ça vous permet d'être seul parce qu'en SCI, il faut être deux. Alors, en vrai, on peut tricher. On peut être deux dans une SAI, on peut être soi et sa société. Mais bon, c'est un peu borderline. Mais quand on a une activité type je fais du développement informatique, comme moi je fais de la formation et du coaching donc sur mon activité richissime et je dégage beaucoup de bénéfices et j'ai peu de charges, c'est intéressant d'imaginer des montages comme ça. Vous pouvez sortir de l'argent, là en l'occurrence via une holding et le réintégrer dans une autre société qui elle aura pour but d'investir. Soit créer une autre activité, soit investir dans l'immobilier, par exemple. Et là, vous avez des apports et voilà, vous avez des apports et des choses pour pouvoir investir dans le vrai immobilier, celui où vous achetez des choses. Et en attendant, vous pouvez aussi le faire fructifier sur d'autres supports. Mais l'autre mécanisme, et que c'est intéressant, si jamais vous avez des activités, une qui est très excédentaire et une qui est assez facilement déficitaire, du type j'achète un bien en SCI, comme on peut amortir le bâti et les travaux, une partie des travaux, quand on achète en SCI, rapidement notre SCI, et c'est ce qu'on cherche, elle est déficitaire. Pourquoi on cherche ça? Parce que du coup, on ne paye pas d'impôts. Ou peu d'impôts quand on fait une SCI à l'IS. Donc, j'ai une SCI à l'IS qui est très déficitaire et à côté, j'ai mon activité du quotidien qui crache beaucoup de cash et donc sur lesquels je suis susceptible de payer un peu trop d'impôts. Donc, c'est intéressant de mettre une holding entre les deux et comme ça, de faire ce qu'on appelle de la réintégration fiscale. Et du coup, les pertes d'une société compensent les gains d'une autre et on paye moins d'impôts au final. Je vais prendre plein de questions après, mais est-ce que j'avais autre chose à dire? Oui, j'avais un avis sur est-ce qu'on doit acheter sa résidence principale ou non. La question, c'est pas est-ce que vous devez acheter votre résidence principale ou faire un investissement locatif, c'est utiliser votre effet de levier. Si vous avez accès à la banque, genre emprunter, la question ne se pose même pas. C'est sûr qu'il y a une hypothèse où vous empruntez pour votre résidence principale, vous êtes trop endetté, vous ne pouvez plus investir. L'hypothèse inverse, comme le disait Kevin, existe aussi. Vous investissez sur un investissement locatif, vous endettez trop et si vous voulez acheter un jour votre résidence principale, c'est plus possible. C'est juste que dans l'un comme l'autre des cas, effectivement, il faut investir ou acheter sa résidence principale dans un niveau qui ne vous empêche pas de faire d'autres projets après. Typiquement, si comme moi, vous voulez vous lancer dans l'investissement et en faire plein, je suis en train d'acheter un autre immeuble, parce que le but, c'est de générer des revenus passifs, c'est un jour de pouvoir se rémunérer sur ses revenus passifs et avoir moins besoin de travailler. Du coup, vous avez besoin d'enchaîner les projets. Et pour enchaîner les projets, il faut soit augmenter comme un petit bâtard ses revenus pour avoir toujours plus de revenus. En général, il faut faire les deux. Il faut à la fois faire des projets qui sont les plus rentables possibles. Et là, vous ne pouvez pas faire du Pinel parce que c'est pas que c'est pas bien le Pinel, c'est que vous allez bloquer votre capacité d'emprunt. Alors que si vous faites des investissements immobiliers à cash flow positif, vous pourrez réemprunter. Même si, comme Kevin le disait, les banques ne prennent qu'un pourcentage de vos revenus locatifs comme pour rentrer dans le calcul de vos revenus. Je disais ça et j'ai complètement perdu le fil. Mais si d'autres ont le fil, vous me le redonnerez. Mais oui, pardon. Donc, si on veut emprunter en chaîne, il faut effectivement faire des investissements à cash flow très positifs et il faut quand même avoir une stratégie pour continuer à augmenter ses revenus de manière assez régulière. Donc, moi, cette activité de sous-location professionnelle, c'était ma façon à moi de continuer à augmenter mes revenus en parallèle sur un truc qui me prenait assez peu de temps et qui est essentiellement automatisé.
Et si j'ai envie en 2022, et ça va être le cas, de rajouter 1 bien, 2 biens ou 3 biens de plus en gestion, voilà, je réinvestis ma trésorerie pour faire grossir. C'est pareil, à un moment donné, cette activité-là, quand elle est trop excédentaire, bah, vous refaites de nouveaux apparts, vous réinvestissez. Et il y a un moment donné, de toute façon, si vous n'avez pas un montage en holding, il faut passer à la caisse. Hein, parce que cet argent-là, vous êtes censé vous le rémunérer. Enfin, à un moment donné, vous allez vouloir le sortir d'une manière ou d'une autre. C'est juste que, voilà, moi, ma stratégie, c'est de réinvestir, 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 de faire passer en holding pour réinvestir ailleurs. Et à un moment donné, il faut passer à la caisse. Mais j'en suis pas encore à ce stade-là. Alors, je vois l'heure qui tourne et j'aime bien répondre aux questions. Donc, Alors, déjà, Delphine, il y avait une petite question en tout début de ton intervention avec des personnes qui étaient en train de dire de poser des questions sur la partie crowdfunding. Même il y a plusieurs questions sur la partie crowdfunding. Déjà, il y avait Stéphane qui demandait si une crowdfunding IMO égale SCPI. Du coup, il y a eu une petite conversation qui s'est créée. Donc non. voilà, tu peux faire un petit. J'ai investi sur Omunity et sur Anaxago. J'avais divisé le risque sur 2 projets et 2 plateformes. Anaxago était remboursé, mais parce que dès le début, le projet était plus court. Et Omunity, le projet n'a pas de retard et il sera remboursé prochainement. Donc voilà, c'est encore une fois, moi j'aime bien parce que le ratio risque-rendement est bon. Je trouve que le risque est faible et le rendement est bon. En revanche, c'est 10% de rendement de son capital. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne le ferai pas, parce que non seulement l'argent est bloqué, et c'est, j'ai envie de dire, que 10% de rendement de son capital. Et je sais, je suis très gourmande, et je veux aller chercher des rendements qui sont plus élevés. Je vous ai dit dès le début, hein, je ne suis pas dans une stratégie de fructification de ma trésorerie pour ne pas perdre de l'argent par rapport à l'inflation. Ce n'est pas ma stratégie. C'est pour ça que, voilà, c'est dans mon schéma à moi, dans un truc assez particulier. Alors, on parle de BRICS aussi. Alors, BRICS, c'est pareil. En fait, c'est l'investissement à haut rendement. En fait, on n'achète pas un bien, on achète des morceaux de biens. En fait, c'est une forme de SCPI, mais qui ne dit pas son nom pour moi. J'ai pas testé, mais ça m'intéresse ce truc. Par contre, on est pareil, on est sur entre 10 et 15% de rendement de son capital. Donc, pas assez à mon goût, mais c'est cool. Par contre, à voir si on peut investir avec sa société en BRICS, sur BRICS. Parce que si on doit sortir de l'argent pour faire ça, c'est moins le sujet de cette conversation. On sait très bien, tout est accessible à partir du moment où on parle de son argent perso. Mais la location courte durée nécessite la création d'une société spécifique. Pour faire la sous-location, oui, parce qu'il faut contractualiser. Après, moi, j'ai voulu séparer les activités. J'ai créé une autre activité aussi parce que au capital, il y a mon compagnon sur cette activité-là de sous-location, alors que dans ma société à moi, j'étais toute seule. Donc, tout simplement, l'actionnariat étant différent, j'ai créé une autre structure, mais les activités étant tellement différentes que, pareil, j'ai mis sur la même structure l'activité de sous-location et la formation de sous-location, parce que je fais des formations aussi sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, je suis plutôt dans une optique de séparer à nouveau ces activités en 2 sociétés différentes, plus pour une question de lisibilité. Ça me coûte juste les frais ça me coûte les frais de comptable, mais c'est quand on parle de montant, quand je vous parle de 135 000 euros de CA, 40 000 euros de... C'est pas... Voilà, j'en suis pas à faire des économies de bout de chandelle sur mon comptable, quoi. As-tu suivi une formation en immobilier des vendeurs de rêves sur Internet? Non, en fait, ça m'énerve qu'on appelle ça des vendeurs de rêves parce qu'en vrai, je me suis formée, alors pas chez Olivier Seban, pas chez Théophile Hélier qui fait plutôt de la bourse, mais je me suis formée en immobilier et en vrai, à un moment donné, ils vendent... Il y a 2 choses. Il y en a qui sont plus sur le « regardez ma vie comme elle est géniale », mais on a le droit de lire entre les lignes aussi. C'est-à-dire qu'en disant que c'est des vendeurs de rêves, vous vous mettez dans la position de la personne qui n'est pas capable de comprendre la différence. Et il y a aussi plein de formateurs qui ne vendent pas du rêve. Et qui vendent du rêve ou qui ne vendent pas du rêve, je vous assure qu'il y en a qui ont des contenus de formation qui sont ouf.
Et je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui si je ne m'étais pas formée. Donc, pour citer des noms, je me suis formée auprès de Club Immobilier sur la fiscalité, sur les travaux. Notamment, je me suis formée auprès de Mathieu de Superhaute sur la location courte durée et sur les travaux, un autre formateur, Fabien Liégeois. Et l'achat-revente, j'en fais pas encore, mais c'est un projet auprès de Caroline Artaud. Voilà, si vous vouliez des noms sur des formateurs immobiliers. Et si je vous les cite, c'est que je les recommande tous. Oui, j'ai une SCI. Ça, c'est pour l'immeuble que j'ai acheté avec mon conjoint, c'est une SCI à l'IS. Comment obtenir plus d'informations sur cette location courte durée de 4 appartements en Airbnb? Alors, vous pouvez me suivre. En fait, j'en parle beaucoup. J'ai une newsletter. Déjà, ça, c'est gratuit. C'est gratos. J'ai une newsletter où j'ai tout raconté. Du moment où j'ai commencé à pas à pas, j'écrivais plusieurs fois par mois sur ce qui s'était passé pour moi. Vous tapez sur Google Imo Chérie et vous allez tomber. Je vais trouver le lien et je vais vous le mettre. J'ai un Insta aussi où je mets des photos où vous pouvez me suivre. Et puis, si un jour ça vous intéresse, j'ai une formation aussi pour vous former en tant que sous-loueur. Voilà. Et si vous tapez sous-location professionnelle, vous allez trouver des contenus aussi. Il y a certains formateurs qui font... Il y a des gens qui en font. Il y a des formateurs qui ont des positions favorables. Il y a des formateurs qui ont des positions défavorables. Et si vous demandez ce qu'il vaut mieux acheter ou faire de la sous-location, j'ai envie de dire les deux, mon général. En fait, quand vous achetez, vous remboursez du capital. Donc, de fait, financièrement parlant, c'est souvent assez avantageux. Mais en un an, j'ai réussi à faire 5 biens. Le mois dernier, je faisais 15 000 € sur la sous-location, 5 000 € sur mon immeuble. Et j'ai fait un immeuble en un an, 5 biens en sous-location. Et vous voyez, à la fin, je fais 15 000 € de CA sur la sous-loc à 30% et 5 000 € à 40-45% sur l'immeuble dont je suis propriétaire. Mais je rembourse mon prêt en plus. C'est juste que ça va beaucoup plus vite. En fait, c'est 30% d'une somme qui est beaucoup plus importante. Et donc, cash is king. Je reviens toujours à la même chose. On dégage plus de cash plus facilement avec la sous-loc. D'autant que comme j'ai investi en SCI, j'ai des cash flows positifs, c'est-à-dire que mes opérations sont positives. Mais comptablement parlant, mes sociétés ne sont pas en bénéfice puisque j'ai amorti l'achat de mon immeuble, l'achat et les travaux. Et que je fais ça à dessein. Les gens qui investissent en SCI à l'IS le font volontairement parce que comme on peut amortir des grosses sommes, l'achat du bien et les travaux, ça permet de minimiser les impôts, voire de ne pas en payer du tout pendant très longtemps. Je vois que Kevin est toujours avec nous et je vois qu'il est pas mute. Donc, si jamais à un moment ou à un autre, tu veux aussi réagir, Kevin, à certaines choses qui ont été dites, etc., c'est toujours cool quand il y a une conversation qui se crée. N'hésite pas en tout cas. Non, je trouve ton parcours super cool, Delphine, et justement les différents passages que tu as pu faire et les différents niveaux que tu as débloqués, comme dans un jeu vidéo, dans ton investissement et dans ce que tu fais. Il y a le sujet de la sous-location professionnelle, en fait, c'est assez marrant parce que c'est un moyen secret d'avoir plein de leviers bancaires, parce que la banque ne te prêterait jamais pour acheter 5 appartements. Mais au final, les propriétaires, ils te, entre guillemets, prêtent, font comme s'ils t'avaient prêté, puisque tu les rembourses tous les mois et tu fais de la marge par-dessus. Le petit truc que je rajouterais, alors, les gens ne savent pas forcément, mais avant Virgile, j'étais le patron de One Fine Stay, donc notre métier, c'était de la location de court terme. Faites juste gaffe à faire ça dans des villes où c'est légal et autorisé. C'est du ville par ville. N'allez surtout pas vous amuser à faire ça à Paris où en 2 mois, vous aurez la mairie qui vous fera tout fermer et vous mettra des amendes. Effectivement, il faut juste prendre ça en compte, mais sinon, ça ne marche pas. Tu as raison de le préciser parce que, en fait, ce n'est pas une activité de grande ville. Ouais. Il faut comprendre qu'il faut le meilleur ratio entre un loyer et une possibilité de location à la nuitée et un taux de remplissage. Et donc, je prends souvent cet exemple entre Dunkerque et Lille parce que moi, donc, du coup, j'habite dans le nord.
on va facilement trouver pour la même surface des loyers qui sont 2 fois plus chers à Lille, mais le prix à la nuitée, il n'est pas 2 fois plus cher, il est peut-être 30% plus cher. C'est là où on crée les espaces pour se faire de la marge, c'est d'aller investir à Dunkerque parce que pour la même surface, on a un loyer 2 fois moins cher, mais on facture pas son prêt à la nuitée 2 fois moins cher. On le facture que 20-30% moins cher. Et là, ça marche. Au-delà de la réglementation, qui est un vrai argument et qui existe dans certaines grandes villes et dans certaines villes très touristiques, bord de mer, où effectivement on veut limiter la jungle de la location courte durée. C'est valable en sous-location et c'est valable en location courte durée classique aussi, en fait, de toute façon. Et peut-être un deuxième truc sur lequel c'est intéressant de rebondir, c'est génial de t'entendre parler de comment tu prends la fiscalité en compte dans tout ce que tu fais, parce qu'effectivement, au final, gagner plein d'argent pour le donner au fisc, c'est patriote, mais ça ne sert pas à grand-chose. Et tu as raison, tu parlais tout à l'heure de tous ces modèles, BRICS, les SCPI et compagnie. L'autre chose à vraiment prendre en compte, parce que ça peut faire disparaître tout le rendement, c'est les frais. Au final, entre deux personnes qui font la même chose, je ne parle pas des gens qui arrivent comme toi à faire tout ça quelque part eux-mêmes, mais entre deux personnes qui font la même chose, un qui vous prend 10% de droit d'entrée sur l'investissement que vous faites, qui disparaissent tout de suite et que vous ne reverrez jamais, et un autre qui ne le fait pas, ayez tendance quand même à regarder exactement qui prend quoi sur ce que vous faites. Un des sujets sur le Pinel dont tu mentionnais, au-delà du fait que ça génère un déficit tous les mois, c'est que en fait, beaucoup de fournisseurs de Pinel se gavent tellement à tous les étages que toutes les économies d'impôts et tous les revenus servent à leur payer leur salaire plutôt que de faire gagner de l'argent. Donc faites bien gaffe à comprendre en fait qui gagne quoi où. Je vois une question sur la gestion. Donc moi j'ai un channel manager qui centralise toutes mes annonces. Les demandes de caution sont automatisées en empreinte bancaire, les messages envoyés aux locataires sont automatisés, leur arrivée, leur départ est automatisé, c'est des boîtes à clés, ce genre de choses. Et j'ai des équipes donc prestataires de ménage, linge et petit bricolage sur place. Voilà. Donc ce sont mes yeux et mes oreilles sur place pour faire tout ça. Et ma foi, j'en suis très contente. Je ne sais pas si tu as répondu à la question de est-ce que tu as un comptable pour gérer tout ça ou est-ce que tu fais Ah bah oui. Bah, du coup, donc, j'ai ma société pour Richissime, j'ai la société de sous-location, j'ai la SCI immobilière. Là, on est en train de créer la holding et ça suffit. Sauf si on est en train de faire un nouveau projet immobilier et il est question soit de réinvestir avec la même SCI, soit d'investir en société commerciale, parce que les délégations des banques sont différentes. Quand on passe par un conseiller pro et quand on passe par un conseiller patrimoine, SCI, les délégations, c'est-à-dire le pouvoir de décision qu'a le conseiller de la banque, n'est pas le même, c'est pas les mêmes critères. Donc, des fois, pour que ça passe mieux, on peut jouer sur plein de choses pour aller voir la banque. Et autre critère, c'est parce qu'on se demande si on ne va pas encore faire changer l'actionnariat et faire rentrer une troisième personne dans nos futurs investissements, auquel cas on recréerait une nouvelle structure pour ça. Mais en fait, moi, j'ai des comptables un peu... j'ai pas la Rolls-Royce du comptable. Je suis désolée, je vous aime, mais... dans le sens où... on vient les voir avec une problématique, un début de solution, et ensuite ils font les montages, mais faut savoir qu'un comptable qu'on paye 100, 120 ou 150 euros par mois, il ne va pas être proactif sur un dossier à nous proposer des optimisations et tout. Enfin, c'est vraiment à nous de le faire, quoi. Donc, ça, c'est plus un conseiller, du coup, un conseiller en gestion de patrimoine qui ferait ce genre de... Moi, j'ai pas de CGP. Ton comptable peut le faire, mais en fait, ça dépend de sa compétence. Sur les activités immobilières, on a un comptable qui fait que de l'immobilier, qui est adossé à un des formateurs dont j'ai parlé tout à l'heure, d'ailleurs. Il a été co-créé par un des formateurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, en fait, ils n'ont que des clients dans l'immobilier. C'est rassurant parce que du coup, ils connaissent parfaitement créer des holdings, toutes les activités immobilières, comment tu structures ça, etc. Et ça, c'est rassurant. Et d'ailleurs, mon autre comptable pour ma société à moi ne faisait pas il prenait pas les activités immobilières.
Donc déjà, c'était réglé. Donc, mais oui, c'est important quand on arrive sur ces sujets-là de valider. Et mon compagnon avait déjà 3 appartes qu'il avait achetés en nom propre avant qu'on se rencontre. C'est du LMNP, donc il les a achetés en nom propre et il fait du meublé. Et là, son comptable, à lui aussi, qui est encore un autre comptable.